Alors, merci Malice. Donc, est-ce qu'il y en a qui étaient présents la dernière fois en niveau des mains? Faut que je me pose des questions alors. Non, mais je te dis, c'est les périodes d'examen et toi en ce moment, ça peut être pour ça. Non, non. Donc, pour ceux qui étaient présents la dernière fois et ceux qui n'étaient pas, on a parlé de ce que c'était qu'entreprendre, qu'est-ce que c'était qu'être entrepreneur. Et ce que j'ai essayé de vous expliquer principalement, c'est que quand on entreprend, on est un chercheur. On est là on est avec des hypothèses en tête. Et donc son idée, en général, on a plusieurs idées. Et c'est comme ça qu'on avance. Le schéma mental, pour moi, le plus important quand on est entrepreneur, et ce qui a fait la différence pour moi, j'ai vraiment eu un déclic et un avant et un après, c'est quand on comprend qu'en fait, c'est pas tellement l'idée qui est importante, c'est le problème qu'on cherche à résoudre. Donc, on va aborder ce sujet durant la session d'aujourd'hui. On va avoir un temps un petit peu plus court peut-être que d'habitude parce qu'on va naviguer principalement autour de cette idée-là. On va voir comment également on creuse la cible. Il y aura un temps de questions-réponses à la fin, comme la dernière fois, donc n'hésitez pas. Je suis là aussi pour vous aider si vous avez des questions, si vous avez des problématiques. On est entre nous, n'hésitez pas à partager vos problématiques, si vous avez un projet, si vous avez une idée de projet, etc. Donc, c'est parti. Donc, comme je vous disais, donc on va parler du problème. Les prochaines sessions, ce sera comment tester son idée, donc pour résoudre le problème en question. Et puis voilà, chaque mois, il y a un atelier supplémentaire. Alors, à votre avis, est-ce que vous avez une intuition qui vous dit pourquoi, à votre avis, il est plus intéressant de résoudre un problème qu'avoir une idée? Je sais que c'est pas évident de se lancer, mais au feeling comme ça. Yes. Un problème, ça va parler aux gens. Ouais, super, effectivement. Tu avais une idée aussi? On sait que ça va répondre aux besoins de certaines personnes, alors que l'idée, si c'est pas devenu un problème, ça se trouve, personne va trouver à quoi ça sert et donc va vouloir utiliser le produit. Absolument. T'avais une piste? Pareil? Ok. Pas d'autre intuition? Mais effectivement, vous avez touché certains sujets. Donc, en fait, le problème, il est toujours plus intéressant que la solution. Pourquoi? Parce que la solution que vous allez mettre en place, finalement, c'est seulement un moyen au problème que vous essayez de résoudre. Donc, finalement, si vous avez une idée de solution, ça sera juste une des façons possibles, mais pas la seule, pour résoudre un problème existant qu'une partie de la population a. Et donc, ce qui est intéressant de se rendre compte, c'est que finalement, autant votre idée, elle peut être éphémère, mais le problème que vous allez chercher à résoudre, lui, il va rester. Donc, tant que personne ne l'a résolu, il va rester, et donc, il y aura forcément de la place pour quelqu'un qui va, lui, le résoudre. Ensuite, d'un point de vue aussi purement personnel, entrepreneurial, c'est que le problème de l'idée, c'est que souvent, on met son ego dans l'idée. Et ça, c'est le danger. Quand on est un entrepreneur, on n'est pas forcément là pour avoir raison, on est là pour gagner entre guillemets. C'est-à-dire qu'on est là soit pour vendre, soit pour attirer des utilisateurs, enfin peu importe les objectifs, chacun les place où il veut. Et le danger de s'attacher trop à l'idée, c'est qu'on est dans notre ego, alors que si on est tourné vers le problème, on est beaucoup plus dans l'humilité de savoir ce dont le marché a besoin. Donc, autre avantage, c'est que le problème, il est a priori beaucoup plus identifiable et mesurable que votre idée. Donc c'est déjà beaucoup plus concret. Si demain vous me dites que vous avez une idée d'application et vous me dites juste ça comme ça, si vous ne me dites pas le problème que ça résout, ça risque d'être un peu flou. L'avantage de se poser la question du problème que vous cherchez à résoudre, c'est que tout de suite ça devient concret. Vous pensez à des cas concrets, vous pensez à une population précise, et là vous allez pouvoir démarrer du coup votre solution. Donc le schéma mental qui est, je trouve, le plus sain, c'est toujours se poser la question du problème et ensuite de la solution. Mais on n'apprend pas à faire ça naturellement. On a plutôt tendance à positionner notre idée en premier. Chaque fois qu'on nous demande sur quoi on travaille, c'est entrepreneur, tout de suite on pitch notre idée. Alors que si on pitchait peut-être le problème qu'on cherche à résoudre, déjà, comme quelqu'un a dit, on créerait de l'empathie parce que la personne peut-être se reconnaît. Et tout de suite, le marché potentiellement, il devient concret. Donc, vous allez me dire, mais alors peut-être comment est-ce qu'on trouve des problèmes?
Donc, quand vous êtes entrepreneur, certains ont peut-être déjà des idées, des pistes. Pour ceux qui n'en ont pas, en général, les meilleurs problèmes de ce que j'ai pu voir ou de mon expérience, ça vient souvent de passion personnelle. Pourquoi? Parce que quand on est sur un sujet qui nous passionne, on connaît très très bien un périmètre, un marché, et on identifie tout de suite où il y a des lacunes. Donc, pour moi, la meilleure façon de résoudre un problème, c'est de bien connaître un sujet. Et l'avantage également de creuser un sujet qui vous passionne, c'est que vous n'allez jamais perdre de temps. Parce que si vous êtes passionné, je ne sais pas, par les cryptos, par la musique, par la cuisine, et vous allez développer votre projet dans ce domaine-là, peu importe si votre projet réussit ou pas, vous allez de toute façon passer un bon moment parce que vous allez continuer de creuser quelque chose qui vous passionne déjà. Donc, ça, je trouve que c'est une façon assez saine de creuser un problème qui vous touche, c'est que vous n'aurez pas le sentiment de perdre trop de temps. Le danger de prendre un problème que vous identifiez par simple, mais ce n'est pas un défaut, opportunité entrepreneuriale, vous pouvez être drivé par l'argent et donc peut-être que c'est quelque chose qui est important pour vous, mais c'est d'être hyper dépendant du résultat. Et du coup, si jamais ça ne fonctionne pas, vous risquez d'être très malheureux. Alors que si vous choisissez peut-être un problème qui est lié à des domaines qui vous passionnent, l'avantage c'est que même si vous n'allez pas au bout de ce que vous espériez, vous aurez quand même développé une expertise dans un domaine et vous aurez quand même creusé une passion que de toute façon vous aviez déjà. Donc, c'est pour ça que le problème que vous cherchez à résoudre, pour moi, est toujours plus intéressant que la solution que vous voulez mettre en place. Je vais développer cette idée tout au long de la présentation. Ça, ce sont les mots de Paul Graham. Paul Graham, c'est le fondateur de Y Combinator. Si on peut vulgariser, on va dire que c'est un accélérateur de start-up aux États-Unis qui a fait naître beaucoup de start-up que vous connaissez. Et lui, il dit, ce sont ses mots sur son blog, il dit que justement, pour aller dans ce sens, quand on veut créer une start-up, il ne faut pas penser à des idées, mais il faut essayer de trouver des problèmes et préférablement des problèmes qu'on a. Donc c'est ce que j'essaie de vous expliquer en introduction. Et les 3 façons, lui, qui voit de faire ça pour réussir, c'est de faire quelque chose dont on a envie, qui existe, et quelque chose qu'on peut construire. Et enfin, ça va rejoindre une autre thématique qu'on va aborder plus tard, qui est que peu de gens pensent qu'il est important. C'est la notion de secret qu'on va découvrir un petit peu après. Donc si je reprends les points, donc quelque chose que vous voulez, quelque chose que vous voulez voir exister, donc peut-être dans un domaine qui vous passionne, parce que vous vous rendez compte que peut-être qu'il n'y a personne d'autre qui le fait et que vous avez envie de voir l'idée exister sur le problème que vous identifiez. Ce qui est très important, le deuxième point, on va surtout le voir à la 3e séance sur comment tester son idée, c'est important de choisir des problèmes, là je suis 100% d'accord avec lui, sur des choses qu'on peut construire nous-mêmes. Pourquoi? Parce que si on part sur des problèmes qu'on ne peut pas démarrer à résoudre à notre échelle, c'est-à-dire par exemple, je ne sais pas si je veux développer une super application qui a un algorithme hyper complexe et je ne suis pas développeur, je vais être de fait contraint par la technique et je ne vais pas pouvoir mettre en place et je vais devoir dépendre de quelqu'un d'autre pour mettre en place mon projet. Donc, alors on verra qu'on n'est pas obligé de toujours être dépendant de la technique. Aujourd'hui, on a la chance d'être à une époque où on peut, avec des outils gratuits, faciles sur Internet, construire à peu près n'importe quoi. Mais c'est important de pouvoir commencer à construire soi-même la solution qu'on a imaginée pour résoudre le problème qu'on a identifié. Encore une fois, la qualité de la solution n'est pas très importante dans un premier temps. Si vous êtes capable de résoudre un problème pour une population donnée, en général, si ce n'est pas magnifique et abouti à la première version, ce n'est pas très grave. On verra à quoi ressemblaient les premières pages de Google ou de Facebook, c'était pas encore ça, et ça ne les a pas empêchés de se lancer. Donc, la perfection, ça peut aussi être un ennemi quand on se lance. Comme dit l'adage, le mieux est l'ennemi du bien. Et je pense qu'en entrepreneuriat, c'est vrai. Alors la perfection, c'est super quand on est sur un marché très mature. Je ne sais pas si demain, vous êtes comme par exemple Capitaine Train, aujourd'hui qui s'appelle Trainline, je crois, qui vend des billets de train en opposition à SNCF. Eux, ils ont dû créer une expérience super agréable, très design, parce qu'ils étaient sur un marché où il y avait déjà
ce problème qui était résolu, c'était d'acheter des billets de train, et donc ils ont eu un élément différenciateur qui était le design. Donc dans ce cas-là, à la limite, si votre élément différenciateur est une solution très très léchée, pourquoi pas. Mais si vous êtes sur un problème assez récent, à la limite, peu importe la tête qu'a votre solution, les gens seront prêts à l'utiliser. En tout cas, à minima, peut-être pas toute la population, mais une certaine niche sera toujours prête à utiliser ce que vous proposez. Encore une fois, si vous arrivez à résoudre un problème. Et la dernière notion, c'est faire quelque chose que peu d'autres personnes pensent importante. Je pense que quand il dit peu d'autres personnes, je pense qu'il mentionne surtout l'entourage. Parce que on dit souvent qu'il faut pouvoir pitcher sa start-up comme si on avait un enfant de 5 ans en face de soi. Je ne pense pas que ce soit très très intelligent, pour la raison simple, c'est qu'un enfant de 5 ans ne pourra pas forcément comprendre ce que vous faites. Je pense que cette phrase, elle s'applique seulement il faut savoir pitcher en 5 secondes à les gens qui sont dans votre cible. Donc, si des gens sont dans votre cible, il faut qu'ils comprennent ce que vous faites. S'ils ne sont pas dans votre cible, ce n'est pas grave. Soit ils le sauront demain, soit ils ne le sauront jamais. Donc, mais le fait que peu de gens comprennent que c'est important, ça peut aussi vous donner un élément différenciant dans la vitesse. C'est-à-dire que, par exemple, on va voir Airbnb. Peu de gens peut-être réalisaient que dormir chez un étranger était quelque chose d'intéressant. Et du coup, ceux qui l'ont fait avaient une longueur d'avance énorme. Donc, c'est un peu cette idée du secret et de l'intuition qu'on va développer après. Donc, pour mentalement avoir une idée simple, il faut voir le problème comme le marché et votre idée comme la solution que vous voulez mettre en place. Et c'est hyper important de bien voir l'importance du marché, puisqu'en fait, ça va être votre futur terrain de jeu. Et c'est sur le marché que vous allez exercer. Et donc, une mauvaise solution sur un marché existant sera toujours mieux qu'une bonne solution dans un marché inexistant. Je ne sais pas si vous voulez qu'on la refasse. Moi, je suis obligé de la relire. Non, mais c'est super important. C'est qu'une mauvaise solution sur un marché existant, c'est-à-dire que même si votre truc n'a pas forcément de la gueule au niveau de votre solution, s'il y a des gens qui sont prêts à l'utiliser, ça peut toujours avoir de la valeur pour eux. Si vous faites quelque chose qui est parfait, mais dont tout le monde se fout, ça ne sert absolument à rien. Donc le piège quand on est entrepreneur, c'est de se concentrer, de mettre toute son énergie sur l'idée et la solution, mettre des mois à développer son projet, et en fait, à la fin, de réaliser que ça s'adressait à personne et que personne n'en avait besoin. Donc, c'est pour ça qu'il vaut mieux passer du temps et de l'énergie à essayer de réfléchir à quoi les gens ont besoin, donc c'est-à-dire le problème et le marché, et votre solution, elle viendra naturellement après. Parce que si vous avez bien analysé les besoins, le marché, a priori, la solution, elle viendra assez simplement. Donc, c'est pour ça que vous voyez vraiment le problème comme votre futur marché. Donc voilà, l'idée vraiment de ce workshop, c'est que vous inversiez votre focus, que vous mettiez plus d'énergie à penser au problème qu'à l'idée. Donc ça, c'est vraiment l'objectif. Si vous repartez de cette soirée avec cette idée en tête, je serais très content et j'aurais réussi. On va continuer à explorer pourquoi c'est important. Google, donc d'ailleurs on peut voir que Google, bon, même s'ils n'ont pas tout misé sur le graphisme, mais Google était une version très très simple en 99. Google, c'est pas la solution, c'est-à-dire la barre de recherche qui est importante chez Google. Ce qu'il faut voir chez Google, ça résout un problème d'organisation, de recherche d'informations en ligne. Au début de l'Internet, quand il y avait relativement peu de sites, c'est-à-dire quelques milliers, avoir un système d'annuaire à la Yahoo ou à la Lycos, ça suffisait amplement. Parce que les sites Internet, il n'y en avait pas autant qu'aujourd'hui. Donc, ce qui s'est passé, c'est que à la fin des années 90, Google a dit, en fait, nous, on fait le pari qu'il va y avoir beaucoup de pages Internet. Donc, on va développer un système de recherche avec le PageRank, etc. Et on fait ce pari-là et de se projeter un petit peu en avance. Et c'est ça qu'il faut voir. Il ne faut pas se dire que Google, c'est une barre de recherche. Google répond au fait qu'il y a beaucoup de pages en ligne, beaucoup de sites Internet, et que l'être humain, il a besoin c'est la meilleure façon qu'on a trouvé jusqu'à aujourd'hui de rechercher de l'information en ligne. Donc, même chose chez Airbnb.
Airbnb, ce n'est pas simplement une plateforme de réservation de logements en ligne. Ça répond surtout à deux problèmes qui ont traversé à la fois les fondateurs et les premiers clients. C'est premièrement, quand je suis un visiteur d'une ville, où est-ce que je dors dans une ville que je ne connais pas, et quand j'ai un peu moins de budget que pour un hôtel. Donc ça répond à un vrai problème. Faut savoir qu'au tout début, Airbnb sont créés parce que il y avait à San Francisco une conférence sur le design. Donc les fondateurs d'Airbnb sont des designers. Et lors de cette conférence, pendant 2 jours, tous les hôtels étaient pleins. Donc ils se sont dit, tiens, si on mettait à disposition notre appartement pour des designers, donc les personnes qui se rendent à la conférence, et comme ça, on gagnerait un peu d'argent. Et ils sont partis de ce constat. Donc ils sont vraiment partis d'un problème. Ils ne se sont pas juste réveillés un matin en disant « et si je faisais une plateforme de logement chez moi ?» Ils ne sont pas partis de l'idée, ils sont vraiment partis du problème, du constat qu'il n'y avait plus de place disponible à San Francisco pendant 2 jours lors de cette conférence. L'autre problème qu'ils résolvent, c'est que pour la personne qui met son logement sur Airbnb, c'est d'optimiser son logement et d'avoir des revenus complémentaires. Donc, essayez de voir les applications que vous utilisez, pas seulement comme la solution, l'idée en tant que soi, mais essayez toujours de vous demander quel problème derrière ça résout fondamentalement pour un être humain, un utilisateur comme vous et moi. Alors après, il y a une autre façon de voir vos idées quand vous développez une startup. Il y a souvent ce qu'on dit, c'est qu'il y a 2 catégories. Donc, il y a ce qu'on appelle les painkillers et les vitamines. Donc, le painkiller, c'est typiquement le Doliprane. Si on prend une image qui parle à tout le monde, c'est le fait que votre projet, votre startup, résolve un problème qui est important, douloureux pour une partie de la population. Et quand c'est comme ça, c'est assez simple en fait d'avoir des utilisateurs ou de vendre. Parce qu'en fait, vous répondez à un problème qui est déjà existant chez certaines personnes. Donc, typiquement, voilà, si je prends l'exemple de Google, peut-être qu'avant, avec Yahoo, c'était très très fastidieux. On n'a pas connu, nous, le monde avant Google, mais c'était très fastidieux de trouver de l'information sur Internet. Donc, c'était très frustrant. Et le jour où Google est arrivé, ça devait être très libérateur pour les premiers utilisateurs. Donc là, il résolvait un problème peut-être qui était très concret à l'époque. Encore une fois, je ne peux pas le savoir, j'y étais pas. Et il y a une autre catégorie d'idées qu'on met souvent dans la catégorie des vitamines. Alors ça, c'est un peu plus complexe. Une vitamine, c'est quelque chose qui n'est pas vital finalement, mais qui peut participer éventuellement à votre bien-être. Alors là, c'est beaucoup plus compliqué de vendre des produits ou d'avoir un service qu'on met dans la catégorie des vitamines parce qu'il faut faire un double travail de pédagogie et de vente derrière. C'est-à-dire que vous devez expliquer à vos utilisateurs pourquoi ce que vous développez est important pour leur bien-être ou pour leur santé ou pour leur bonheur ou peu importe. Et ensuite, passer à la vente. L'avantage de développer un produit ou un service qu'on peut apparenter à la catégorie des Doliprane, c'est que le problème il est évident. Donc, c'est beaucoup plus simple quand on est entrepreneur de démarrer par, on va dire, un Doliprane, si on prend cette métaphore. Parce que, tout simplement, en fait, vous n'avez pas à prouver la valeur du problème. Le problème est déjà existant. Donc voilà, peut-être que vous partagerez un peu les projets que vous avez en tête. Après, c'est pas une catégorie qui est purement objectivable. C'est-à-dire qu'il y a forcément pour certaines populations, ce qui va paraître une vitamine, pour certains va être un Doliprane. Je ne sais pas si vous êtes designer et qu'on vous propose une solution pour améliorer votre travail au quotidien dans le design d'une application. Pour vous, ça va être génial, ça va être un must-have, donc ça va être un Doliprane. Pour le reste de la population, ça sera peut-être un nice-to-have, donc ça sera une vitamine. Donc c'est quand même à géométrie variable selon la population à laquelle vous adressez. Il y a certaines personnes pour qui certaines choses vont être un vrai problème au quotidien et d'autres qui sont assez mineurs. Donc partez pas de l'idée que vous pouvez catégoriser votre idée simplement dans l'une des 2 catégories.
dites-vous que ça dépend beaucoup aussi de la cible à laquelle vous vous adressez. L'autre idée qui est intéressante sur le problème qu'on cherche à résoudre, c'est la notion de secret. Alors, la notion de secret, a été développée et assez popularisée par quelqu'un qui s'appelle Peter Thiel. Peter Thiel, c'est le cofondateur de PayPal, le premier investisseur de Facebook et un cofondateur de Palantir, qui est une société informatique de sécurité aux États-Unis. Et en fait, dans un de ses bouquins, il développe le concept de secret. Et en fait, il explique, il demande, donc c'est une question rhétorique, il demande quel secret, quelle idée contre-intuitive vous avez dont peu de gens, avec lesquels peu de gens sont d'accord. Donc je ne sais pas si vous avez... Et en fait, il explique que c'est ça qui fait vraiment la valeur d'une start-up à très gros potentiel. Il dit c'est prendre un postulat qui est partagé par peu de personnes, mais vous avez, au-delà d'avoir l'intime conviction, vous avez aussi des données qui renforcent le fait que vous avez raison. Je vais prendre un exemple, je reprends l'exemple de Airbnb. A priori, en 2007-2008, quand ça a été créé, dormir chez l'habitant, dormir chez un étranger, ce n'était pas une idée très populaire, c'est quelque chose d'assez contre-intuitif. C'est-à-dire que si vous allez voir des gens dans la rue et vous dites « est-ce que vous serez prêt à accueillir quelqu'un que vous ne connaissez pas chez vous pour de l'argent ?» A priori, ça va plutôt avoir des retours récalcitrants. Et pourtant, Brian Chesky, donc le fondateur d'Airbnb, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il est parti de cette idée-là grâce au constat qu'il a eu des conférences dans sa ville. Donc ça, il a résolu un premier problème. Et après, dans sa vision, il s'est dit alors attendez, est-ce que je vais creuser cette idée? Il a pris le marché de l'hôtellerie et il s'est rendu compte que c'était un marché, par exemple, très très récent. Le marché de l'hôtellerie, ça a 200, 300 ans. Avant, les gens, quand ils voyageaient, parce que les gens voyageaient assez peu finalement, ils dormaient chez l'habitant. Donc, et d'ailleurs, les gens étaient très contents d'accueillir des gens chez eux parce que c'était assez rare. On avait des informations de gens qui venaient de loin, c'était très dépaysant. C'était assez amusant. Donc les gens étaient plutôt contents de recevoir des gens. Limite, au contraire, ils accueillaient, ils offraient le dîner, etc. Et donc, Brian Chesky, il s'est juste dit, moi, quand je développe mon Airbnb, en fait, je fais que réintroduire ce concept qui est très ancien, qui est peut-être assez ancré chez l'être humain, et je contourne une industrie hôtelière qui, en fait, est peut-être une erreur de l'histoire qui a 200-300 ans. Donc, c'était son secret. Il s'est dit, moi, je vais bosser mon marché. Et en fait, je me suis rendu compte que je sais quelque chose que peu de gens savent parce qu'ils n'ont pas forcément creusé le sujet. Donc, c'est ça un secret. Donc, vous, en tant qu'entrepreneur, ce qui est intéressant de se poser comme question, c'est de se dire quel secret, moi, je peux trouver, quelle information que j'ai, dont je sais pas, les gens qui ne s'intéressent pas forcément au sujet n'ont pas en leur possession. Je vous prends un autre exemple. Par exemple, Blablacar, je trouve qu'ils avaient un insight au départ qui était intéressant, c'était de se dire, en fait, on ne réalise pas forcément, mais 8 voitures sur 10 qui circulent ont qu'une seule personne à bord, c'est le conducteur. Et donc là, pareil, on rentre dans des questions, on se dit, finalement, il y a peut-être des choses à faire, à optimiser, etc. Donc, alors quand je dis c'est des secrets, ce n'est pas vraiment des secrets parce que c'est des informations comme pour le cas d'Airbnb ou de Blablacar qu'on peut trouver sur Internet, qu'on peut creuser dans les bouquins, livres d'histoire, etc. Mais c'est suffisamment contre-intuitif pour que peu de gens le croient possible au départ et vous, ça vous permet de développer votre idée et de prendre de l'avance sur des personnes qui sont peut-être sceptiques. Donc, si on prend un schéma un peu basique, c'est de se réaliser qu'en fait, les meilleures idées ont des habits de mauvaises idées. Et que, en fait, finalement, la vraie magie, elle va avoir lieu à l'intersection de ce qui est une bonne idée fondamentalement, mais qui, pour le commun des mortels, peut-être peut sembler une mauvaise idée. Et donc, c'est ça le but du jeu quand on est entrepreneur. Ce qui est amusant, c'est de trouver une idée qui, au regard du grand public, peut sembler mauvaise. Et donc, à vous peut-être de creuser et de voir ce que vous avez en votre possession qui est contre-intuitif. Il y a une métaphore du
de quelque chose qui est contre-intuitif que je trouve très amusant, c'est le ski. C'est Paul Graham justement qui en parlait dans une de ses conférences. Il disait au ski, je ne sais pas s'il y en a qui skient parmi vous, le ski c'est quelque chose de très contre-intuitif. C'est-à-dire que si on met quelqu'un dans une pente avec 2 skis, son premier réflexe ça va être de partir en arrière, de ranger ses skis en arrière. Alors qu'en fait, au ski, quand on apprend à skier, on apprend que la bonne chose à faire, c'est de se mettre en avant. Et donc, l'entrepreneuriat, c'est pareil. Il ne faut pas toujours faire les choses. Parfois, il est plus intéressant de creuser des patterns qui sont contre-intuitifs. Parce que comme au ski, voilà, si on n'écoutait que notre corps au ski, on se mettrait en arrière ou alors on croiserait nos skis en descente. Donc là, il y a un exemple que j'ai trouvé fascinant, c'était Twitch. Twitch qui maintenant est assez connu, finalement, je pense que vous connaissez tous Twitch. Mais en 2014, ça avait fait l'objet d'une polémique en France. Bon, une polémique, ça a duré 24 heures, 48 heures, mais j'ai trouvé l'exemple intéressant. Antoine Decaune, dans le Grand Journal, je ne suis pas sûr que ça existe encore, le Grand Journal, a une chroniqueuse qui vient et qui lui explique que voilà, tous les jours, elle prend des sujets un peu qui sont dans l'air du temps. Et elle dit, voilà, moi j'ai découvert un truc sur Internet, c'est des jeunes, pas forcément des jeunes, mais c'est des gens en ligne qui regardent d'autres personnes jouer aux jeux vidéo. Alors là, sur le plateau de télévision, tous les quadras, tout le monde était mort de rire, quoi. Ils disaient, mais c'est pas possible, pourquoi ils regardent les jeux vidéo, ils devraient plutôt y jouer, etc. Mais ils avaient rigolé, vraiment, c'était de l'étonnement sincère, ils ne pensaient pas que c'était possible. Et donc c'est vrai qu'ils ont peut-être été un peu condescendants pour les gens qui sont sur Twitch et qui regardent des gamers jouer et pour qui s'intéressent. Et ils ont été victimes un peu d'un bashing sur Internet, sur Twitter, quelques heures après, pendant tout le week-end, où finalement le lundi, donc il y a eu des articles sur Internet, et le lundi, c'était un vendredi, le lundi ils ont dû s'excuser publiquement pendant l'émission en disant voilà, désolé d'avoir offensé les joueurs de Twitch, on ne pensait pas que ça ferait autant de bruit. Et je trouve ça vraiment fascinant parce qu'on est typiquement dans le cas où je vous parlais de la bonne idée qui semble mauvaise. Twitch, c'est l'illustration de ça. C'est pour les gens qui aiment les jeux vidéo, qui sont dans ce marché-là, c'est assez intuitif finalement de se dire que peut-être des gens ont envie soit de montrer ce qu'ils font sur les jeux vidéo, soit pour d'autres personnes de les regarder. Et pour des gens qui ne sont pas du tout sur ce marché-là, c'est complètement contre-intuitif. Et notamment pour tout le côté mainstream que représentent toutes les personnes qui travaillaient à ce moment-là au Grand Journal. Et donc voilà, je trouve que c'est une vraie illustration. J'avais un autre exemple en tête qui m'échappe, mais voilà. Donc vous voyez, pensez à Twitch quand je vous disais il faut trouver un secret. Twitch, c'est vraiment c'est typique de la bonne idée qui peut-être semble mauvaise aux premiers abords. Ah oui, l'autre chose, c'était de se dire qu'en fait, donc moi au début aussi, moi personnellement, je suis pas un gamer, mais en fait quand on creuse un petit peu la question, c'est hyper logique que des gamers aient envie de regarder d'autres gamers. On ne demande pas de justifier à un passionné de foot pourquoi est-ce qu'il regarde des matchs de foot à la télévision. On ne lui demande pas de jouer au foot. Il y a plein de gens qui regardent le foot qui ne jouent pas au foot. Donc au final, quand on y réfléchit, c'est assez logique, mais c'est vrai que ça peut surprendre aux premiers abords. Alors, ça c'est une phrase de Ben Horowitz, qui est un investisseur célèbre dans Silicon Valley. Et justement, pour renforcer ce message sur le secret et sur ce qui paraît contre-intuitif, il explique que si on a une idée qui est bonne, qui paraît bonne immédiatement, il ne risque pas forcément d'investir chez vous, parce que pour toutes les idées qui paraissent bonnes, il part du principe qu'il y a déjà des entreprises qui travaillent dessus. Et donc, lui, ce qu'il cherche en tant qu'investisseur, c'est des idées qui ne paraissent pas bonnes, mais dont vous avez une information qui les rende géniales. Donc voilà, c'est un peu pour étayer ce que j'essaie de vous dire tout à l'heure. Ça, typiquement, c'est lui, par exemple, il a investi chez Airbnb et bien d'autres succès qu'on connaît dans la vallée. Alors, il y a un autre framework que j'aime bien pour savoir si
sur l'idée à laquelle vous attaquez et vous semble pertinente ou pas, c'est Dave Meckler qui dit, pour lui, il y a trois façons il y a trois cases à cocher, enfin au moins une des trois cases à cocher. C'est soit votre solution, elle permet à des gens de gagner de l'argent, soit de les rendre plus attirants, ou soit elle renforce, elle empower les gens dans leur crédibilité sociale. Et c'est vrai que quand on y pense, 80% peut-être des applications qu'on utilise, finalement, cochent au moins une de ces trois cases. Si on utilise si on parle des réseaux sociaux, des sites de rencontres, même de Uber ou de Airbnb, finalement, au départ, soit on est ou les trottinettes, je ne sais pas, au départ, c'est peut-être pour se la péter, ensuite, c'est peut-être pour faire des économies. Donc, c'est vrai que ce framework, je le trouve assez intéressant. Finalement, c'est très primitif, hein, mais je trouve que finalement, quand on y réfléchit, il y a souvent les outils qu'on utilise ou les applications qu'on utilise, elles cochent au moins une de ces trois cases. Alors, donc je vous disais, le problème, il faut vraiment voir le problème que votre marché. Ça, c'est Steve Blank qui a cette approche où il dit on peut délimiter un marché en trois cercles. Le premier cercle, c'est le Total Available Market. Il appelle ça le TAM. Donc, c'est se dire qu'en fait, c'est potentiellement, finalement, on va dire que c'est l'univers. C'est vraiment toutes les personnes qui sont existantes et qui peuvent un jour utiliser votre produit. Le SAM, c'est le Serviceable Available Market. C'est les gens qui peuvent utiliser la solution que vous mettez à leur disposition. Et le target market, c'est votre cible en fait. C'est les gens vraiment que vous allez dans un premier temps viser. Alors, prenons un exemple pour que ça soit un peu plus concret. Si jamais vous développez une application, par exemple, de méditation, on peut partir du principe que votre TAM, donc votre Total Available Market, c'est toutes les personnes qui ont un téléphone. Voilà, c'est vraiment, autant dire, c'est des milliards, je sais pas, 2-3 milliards de personnes. Le Serviceable Available Market, disons que vous faites une application Android, ou on va dire Apple, donc on va dire sur l'Apple Store, c'est toutes les personnes qui ont un iPhone et qui peuvent potentiellement l'acheter sur l'Apple Store. Donc voilà, déjà ça segmente un petit peu, c'est toutes les personnes que si vous développez une application uniquement pour iPhone, c'est toutes les personnes qui ont un iPhone. Et votre target market, pour le coup, si on est toujours dans l'exemple de l'application de méditation, c'est les gens qui sont passionnés par la méditation. Donc voilà, un peu une façon de décomposer votre marché en trois étapes. C'est rare qu'on vous demande d'être plus précis, surtout si vous commencez dans votre approche entrepreneuriale. Déjà, si vous arrivez à délimiter votre marché en trois étapes comme ça, c'est déjà très intéressant. Après, l'idée, c'est pas d'avoir des chiffres précis là-dessus, parce que c'est difficile, parfois les chiffres n'existent même pas, mais c'est plutôt d'avoir une idée des proportions. C'est-à-dire, voilà, je vous disais, le nombre de personnes qui ont un iPhone, ça, c'est des informations qu'on peut trouver, le nombre de personnes qui sont sur Android ou sur l'Apple Store, les nombres de personnes qui sont passionnées par la méditation, bon, bah, ça c'est une information qui est peut-être compliquée à trouver, mais déjà, on peut partir du principe que toutes les personnes qui ont émis un intérêt, je sais pas, qui ont déjà téléchargé une application de méditation par le passé. Même avec Facebook, on peut facilement trouver de la data sur le nombre de gens passionnés qui ont liké une page, le nombre de personnes qui ont fait une recherche dans Google. Par exemple, si le nombre de personnes qui ont tapé méditation dans Google, voilà, ça peut déjà être une façon de mesurer, grosse maille, votre target market. Donc voilà, trois façons de segmenter votre marché. Sans jamais perdre de vue que votre marché, en fait, il est quand même dynamique. Donc c'est pour ça que ça ne sert à rien d'être ultra précis sur vos chiffres. L'idée, c'est juste d'avoir une idée des proportions, parce que en fait, votre marché, il évolue. Et d'ailleurs, les startups les plus intéressantes de ces dernières années, c'est les startups qui sont capables de finalement faire grossir leur propre marché. Le marché de la publicité en ligne avant Google était je ne sais combien de fois plus petit qu'aujourd'hui avec Google. Parce qu'en fait, Google a créé un modèle publicitaire à soi et il a juste à lui seul augmenté la taille du marché publicitaire.
Même chose pour Airbnb. Dormir chez l'habitant, ça ne devait pas être un très très gros marché avant Airbnb. Et en fait, ils ont tellement popularisé le concept qu'aujourd'hui, c'est un marché très très important. Et d'ailleurs, ça c'est une erreur qu'ont fait par exemple des potentiels premiers investisseurs chez Airbnb. Donc ça c'est un échange de mails, c'est assez rare en fait parce que l'investisseur a l'humilité de partager la capture d'écran du mail où il refuse d'investir dans Airbnb, où il explique en fait à l'époque que ça lui semblait pas assez intéressant, que le marché lui semblait peut-être pas aussi gros, etc. Et aujourd'hui, évidemment, dans un blog post, il a partagé donc, cette capture d'écran, il expliquait à l'époque pourquoi il n'avait pas investi dans Airbnb, et comme quoi c'était une bonne leçon pour lui. Et d'ailleurs, il a un petit gris-gris, je vous expliquerai dans une prochaine session l'anecdote plus en détail, mais il a quelque chose qui lui rappelle Airbnb dans son bureau, exprès pour à chaque fois ne pas perdre de vue le fait que ce n'est pas parce qu'aujourd'hui un marché fait 100 qu'il ne peut pas demain faire 10 000 ou 100 000. Parce qu'en fait, le marché, c'est quelque chose de dynamique. Et donc voilà, c'est ce qu'il dit dans son mail. Il a fait l'erreur classique de trop être concentré sur ce que Airbnb faisait à l'époque et pas sur ce qu'il pouvait faire à l'avenir. Donc voilà pour l'anecdote. Voilà, perdez pas de vue que votre marché, c'est quelque chose de dynamique qui évolue dans le temps. Alors, une fois que vous avez trouvé un marché, donc vous avez trouvé un problème, donc vous avez trouvé un marché a priori en trouvant votre problème, c'est hyper important, c'est un parti pris, mais finalement on ne compte plus le nombre d'articles ou de blog posts qui relaient cette idée, c'est de choisir sa cible. C'est très très important, une fois qu'on a identifié un problème, de prendre un parti pris sur sa cible. Pourquoi ? Parce que la tentation première lorsqu'on est entrepreneur, c'est de se dire finalement, tout le monde sera ma cible, je veux que tout le monde soit client chez moi, etc. Mais en fait, ça répond à une peur qu'on a, qui est normale quand on entreprend, c'est d'avoir peur de passer à côté de quelque chose, de ne pas s'adresser à tout le monde. Et en fait, c'est la pire erreur. C'est la pire erreur parce que c'est un peu, et la métaphore avec le jeu de société Risk, que je la trouve très amusante, c'est la même erreur qu'un joueur débutant sur Risk fait. Alors je ne sais pas s'il y a des gens qui jouent à Risk parmi vous, mais on reconnaît assez rapidement un joueur de Risk débutant au fait que, donc Risk, pour faire simple, c'est un jeu de société où le but du jeu, c'est d'avoir tous les pays dans le monde avec des petits soldats qu'on avance avec des dés, et donc c'est de conquérir le monde. Donc finalement, il y a une approche assez entrepreneuriale. Et la tentation, quand on explique à un débutant, il se dit « Ah, donc il faut que j'ai un maximum de pays ». Il répartit un maximum de pions au début un peu partout, et il commence la partie comme ça. Sauf qu'en fait, il se fait vite avoir par le joueur de Risk expérimenté, qui lui a mis beaucoup de pions sur certaines zones précises du plateau, et avec lesquelles il avance et conquiert pays après pays. Et donc en fait, donc moi, par exemple, quand je joue à Risk, j'aime bien commencer par l'Océanie, parce que je trouve que c'est une zone qui est assez simple pour après consolider une base et continuer d'avancer dans la partie. Et donc l'idée, ce que j'explique, c'est vraiment de se dire, faut trouver son Océanie, il faut trouver sa cible à laquelle on a envie de démarrer. Parce que c'est comme c'est pays par pays qu'on va conquérir le jeu dans le jeu de société Risk, mais c'est la même chose qu'on entreprend. Il faut choisir une cible, avoir un monopole sur cette cible, et ensuite passer à une cible suivante. C'est la meilleure façon de conquérir votre marché, strat par strat, parce que ça, c'est aussi une autre notion que développe Peter Thiel. Il explique que quand on est entrepreneur, l'obsession numéro 1, c'est d'avoir un monopole. Alors, le monopole, il est assez simple d'avoir un monopole sur une cible très très réduite. Il est très difficile d'avoir un monopole sur un très très gros marché. Donc, pour reprendre la métaphore, il est beaucoup plus simple d'être un gros poisson dans un petit bocal qu'être un petit poisson dans un gros bocal. Donc, il faut vraiment commencer petit, prendre de la place sur votre niche, sur votre marché, sur votre segment, et ensuite, une fois que vous avez occupé tout l'espace, à ce moment-là, vous pouvez grandir. Et en fait, quand on y réfléchit,
quasiment toutes les startups que vous connaissez, elles ont fait comme ça. Donc aujourd'hui, on ne s'en rend pas compte parce qu'on oublie. Mais si on prend l'exemple de Facebook, par exemple, Facebook, ils y sont allés hyper progressivement. Facebook, ils n'ont pas dit jour 1, le monde entier a le droit de venir sur Facebook. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dit on va commencer par Harvard. Donc au tout début, vous ne savez peut-être pas, mais pour avoir un compte Facebook en 2004, il fallait avoir une adresse mail Harvard. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas s'inscrire autrement. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont réussi, je vous parlais de monopole, d'avoir une niche. Donc Harvard, il faut savoir, il y a 20 000 habitants. Enfin 20 000 habitants. Il y a 20 000 étudiants, même si c'est une ville, il y a un peu plus d'habitants que ça, même si c'est quasiment que des étudiants. Donc ils ont réussi en 2 semaines, en 1 mois, pardon, à avoir 50% de ces 20 000 étudiants. C'est-à-dire qu'en 1 mois, ils avaient déjà 10 000 inscrits sur leur site. Pourquoi ? Parce qu'ils ont commencé très petit et que le mot s'est répandu. Si vous êtes sur une petite communauté, la formation, elle circule beaucoup plus facilement. Donc, tous les copains avaient Facebook, donc tout le monde a voulu avoir Facebook, etc. Et le mot s'est propagé. C'est un peu comme, un virus, c'est comme une maladie, ça s'est propagé. C'est plus facile de diffuser un virus dans une petite communauté parce que c'est confiné et que la maladie se répand partout. Et donc ici, ce n'était pas vraiment une maladie, c'était l'idée d'avoir un compte Facebook, s'est répandue très rapidement. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'une fois qu'ils avaient pris quasiment le monopole sur tous les étudiants d'Harvard, c'est qu'ils se sont dit on va l'ouvrir seulement aux étudiants de la Ivy League. La Ivy League, c'est quoi ? C'est un club, c'est une association d'universités américaines sur la côte Est. Donc dedans, il y a Yale, il y a Brown, il y a Harvard, il y a plusieurs universités. Et donc pareil, il fallait une adresse mail d'une de ces écoles pour s'inscrire. Même chose, le mot s'est répandu dans toutes ces écoles. Comment ça, tu as un compte Facebook, tu n'as pas de compte Facebook, ok, je m'inscris, c'est quoi ce truc, etc. Et en fait, c'est devenu viral. Et ils y sont allés étape par étape. Et imaginez être dans les baskets de Mark Zuckerberg à l'époque, le type il voit qu'il y a tous les jours, il y a des centaines de personnes qui s'inscrivent, et lui il garde son enfant et dit non, on va y aller étape par étape, on ne l'ouvre pas au monde, et il devait y avoir forcément des copains à lui qui disaient mais pourquoi tu ne l'ouvres pas, tu ne le rends pas disponible je sais pas, aux gens en Europe, aux gens en Australie, aux gens en Afrique, etc. Et ils ont continué avec leur méthodologie à ouvrir petit à petit. Ensuite, prochaine étape, ils ont dit on va l'ouvrir aux États-Unis, donc aux étudiants américains. Donc à ce moment-là, tous les Américains ont pu s'inscrire. Et c'est seulement, je crois, en 2007 qu'ils ont fait un lancement, on va dire, plus global, et où en Europe, on a commencé à avoir Facebook. Mais ce n'était pas par hasard, c'était parce que c'était vraiment voulu. Et donc vous voyez bien, si on reprend la métaphore de risque, là pour le coup elle s'applique parfaitement, c'était vraiment un travail minutieux où organiquement ils ont développé leur toile petit à petit de façon progressive sur des zones qu'ils ont choisies. Et donc la tentation numéro 1 quand on est entrepreneur, c'est de se dire je balance mon produit, il est disponible à tout le monde, mais s'il est disponible à tout le monde, finalement il est disponible à personne parce que ça s'adresse à personne en particulier. Et donc c'est beaucoup plus simple de lancer un projet en vous adressant à une cible précise. Et donc aujourd'hui, Facebook, même votre grand-mère est sur Facebook. Mais si votre grand-mère avait découvert Facebook en 2005, c'est sûr qu'elle ne se serait pas inscrite. Mais aujourd'hui, ça a du sens. Pourquoi ? Parce que si on regarde quelque chose qui s'appelle la courbe d'adoption de l'innovation, en fait, on se rend compte que, alors ça, c'est des chercheurs qui, dans les années 70-80, sont partis du postulat qu'ils pouvaient diviser la population, donc une population de 100, ils ont pu la diviser en plusieurs catégories. En fait, je trouve l'exemple, donc on va prendre l'exemple de Facebook par exemple, il dit forcément dans une population, il y a toujours des innovateurs qui sont au démarrage de nouveautés, il y a toujours des early adopters, il y a toujours une early majority, une lean majority, et des laggards, donc des gens qui sont largués. Et en fait, si on prend l'exemple de Facebook, c'est un peu ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'au début, les innovateurs, on va dire, c'était les étudiants des premières universités américaines qui ont pris en main l'outil. Eux, ils étaient technophiles, ils étaient jeunes, donc ils étaient pile dans la cible. Donc c'était facile pour eux de s'inscrire, ils comprenaient. Au début, même au tout début, il n'y avait même pas de newsfeed, enfin je sais pas si il n'y a pas de fil d'actualité, c'était vraiment juste, c'était cool d'avoir Facebook, on pouvait voir les photos de ses copains, c'était vraiment la base.
Ensuite, petit à petit, voilà, quand c'est arrivé un petit peu en Europe, on peut dire, voilà, typiquement, c'était les early adopters qui sont arrivés. Early adopters qui ont copié les innovateurs. Ils ont dit, mais attends, mais c'est quoi? Il y a des gens qui ont Facebook, ça a l'air intéressant. Moi, je suis un early adopter, je suis curieux de tout. Je suis étudiant aussi, j'allais voir ce que c'est. Ensuite, une fois que c'est devenu vraiment un peu plus diffusé, il y a eu nos grands frères, nos petites sœurs qui n'étaient pas forcément intéressés au début, mais vu qu'il y a un effet de réseau, où tout le monde commence à être sur Facebook, et eux, il y a ce qu'on appelle la early majority. La early majority, c'est vraiment les gens un peu plus connectés qui se disent bah, tiens, moi aussi j'ai envie de faire partie de la danse, je vais m'inscrire sur Facebook. Enfin, il y a eu la late majority, alors c'est vraiment les personnes qui ont besoin que tout le monde soit convaincu autour d'eux avant d'adopter un outil. On va dire par exemple, si je prends mon cas, moi ça va plutôt être les gens de la génération de mes parents qui ont attendu ces dernières années pour monter à bord de l'outil. D'ailleurs aujourd'hui si on regarde, la moyenne d'âge de Facebook c'est 40 ans. Donc Facebook est vraiment, au bout de sa courbe d'adoption. Parce qu'ils ils sont passés des avant-gardistes dans les universités américaines à nos parents, grands-parents. Après, il y a forcément une partie de la population qui ne sera pas intéressée par ce que vous faites, mais ça, c'est pas grave. Le but, c'est pas que vous intéressiez tout le monde. Personne ne peut faire un produit qui est universel, ça n'existe pas. Donc, à part même le téléphone, j'allais prendre l'exemple du téléphone, mais même l'exemple du téléphone, il y a des gens qui n'ont pas de téléphone. C'est comme ça, il y aura toujours un pourcentage, il faut être en paix avec ça, il y a toujours un pourcentage de la population qui n'a pas besoin de vous et qui peut très bien vivre, soit parce qu'elle n'a pas besoin, soit parce qu'elle est trop réfractaire au changement, et donc ça ne sert à rien de la convaincre. Mais déjà, si vous pouvez vous éclater avec 85% de la population, c'est déjà énorme en tant qu'entrepreneur. On est quand même 7 milliards d'habitants sur Terre. Si vous faites des produits dans la tech, vous adressez aux gens qui ont Internet. Voilà, c'est quasiment, si je ne dis pas de bêtises, on est à 3 milliards d'utilisateurs d'Internet. Donc, ça reste quand même des chiffres intéressants. Mais vous, en tant qu'entrepreneur, au début, votre objectif, c'est vraiment de vous adresser à des innovators. Donc, c'est vraiment les personnes qui sont qui sont prêtes. Encore une fois, je vous disais, votre produit, il n'a pas à être parfait. Parce qu'un innovator, lui, ce qu'il veut, c'est tester quelque chose de nouveau, même si ce n'est pas encore parfait. Quand vous ferez un produit parfait, ça sera plus à ce moment-là pour la early majority ou la late majority. Où là, ça sera intéressant, important d'avoir quelque chose d'un peu plus abouti parce qu'ils sont plus exigeants. Ils ont besoin de quelque chose de peut-être un peu plus abouti entre leurs mains. Mais les innovators, ce sont un peu vos premiers ambassadeurs. C'est un peu les premiers fous prêts à utiliser quelque chose qui est encore bancal chez vous. Donc voilà, c'est beaucoup plus simple de convaincre une minorité de fous furieux qu'une majorité de gens passifs. Donc, surtout qu'en plus, vos premiers ambassadeurs, au début, se chargeront, un peu comme ça arrivait dans Facebook, de diffuser l'information de votre projet. Donc, pensez bien à cette propagation de l'information dans l'adoption. Ça, c'est un exemple de start-up qui, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez, Jam, qui a un outil, enfin qui a un messenger, en fait, un bot messenger sur texto et messenger, qui permet d'avoir des interactions à qui on peut demander, par exemple, où sortir au cinéma, enfin, quoi regarder au cinéma, etc. Donc c'est développé avec de l'intelligence artificielle et ça permet d'avoir des interactions. Et en fait, au départ, cette start-up, elle a été créée donc par des fondateurs qui avaient une autre idée au départ, qui était de construire un tableau de bord pour université, pour les étudiants. Donc c'est-à-dire que, je sais pas, ça existe peut-être au pôle, dès qu'on a une petite annonce à faire, dès qu'on a un covoiturage, dès qu'on a quelque chose à vendre, etc., on a un tableau de bord, on poste notre annonce, etc. Donc pourquoi je vous dis ça, c'est que cette équipe-là, ils ont passé beaucoup de temps à développer cet outil et finalement, ça n'a pas fonctionné. Et on pourrait se dire, bah, finalement, c'est dommage, c'est beaucoup de temps perdu. Ah, pas vraiment, parce qu'en fait, ils ont switché sur un produit qui, là, a de l'attraction, mais ils étaient sur la même cible. C'est-à-dire qu'ils étaient déjà sur une population d'étudiants. Et en fait, ce qui leur a permis de changer, de faire ce qu'on appelle un pivot, c'est qu'ils connaissaient très bien la population d'étudiants. Donc, c'est pour ça que je vous disais au début, si vous investiguez une passion, vous ne perdrez jamais de temps parce que vous allez creuser quelque chose que vous aimez.
Même chose pour une cible. Vous ne perdrez pas de temps à trop connaître une partie de la population parce que vous serez peut-être en mesure d'identifier que ce n'est pas forcément le problème initial que vous identifiez. Finalement, ils ont peut-être d'autres problèmes plus intéressants à résoudre. Et là, vous allez pouvoir enchaîner sur une autre idée. Donc, c'est pour ça que le temps, en fait, il n'est jamais perdu. Le temps que vous investissez à prendre un parti pris pour une population ou pour un problème, parce qu'ensuite, vous pouvez toujours l'adapter et faire ce qu'on appelle un pivot. Il y a beaucoup de pivots très connus. Je ne sais pas s'il y en a qui utilisent Slack. Je ne sais pas si vous connaissez l'application. C'est quelque chose, l'outil de communication Slack. Donc, Slack, aujourd'hui, c'est très répandu. Au départ, Slack, c'était un outil qui servait à développer un jeu vidéo. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des équipes qui développaient un jeu vidéo. Donc, l'équipe qui a développé Slack. C'est le même fondateur qui a fait Flickr juste avant. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent Flickr, c'est un peu plus old school. Flickr qui permet d'héberger des photos. Et en fait, il s'est rendu compte que le jeu vidéo qu'il a développé, il marchait, mais ce n'était pas hyper rentable. Par contre, il a trouvé qu'il a développé un outil en interne pour communiquer avec les équipes, pour bosser, qui était super intéressant et que peut-être pouvait intéresser d'autres personnes. Donc, il l'a mis dans les mains de copains dans la Silicon Valley qui avaient des startups et il leur a fait expérimenter. Il en a fait expérimenter auprès d'une dizaine. Et finalement, ils ont utilisé leur outil de messaging interne. Ils ont abandonné leur idée de jeu vidéo et ils ont tout misé là-dessus. Donc, et là, ça a pris, il y a eu l'attraction à ce moment-là. Et alors lui, il est très fort parce que juste avant, il a une obsession avec le jeu vidéo, ce fondateur, Stewart, je sais plus, j'ai oublié le nom de famille. Et en fait, avant, il a créé donc Flickr. Flickr, c'est né de quoi? C'est né d'une plateforme en fait de photos. Sauf que lui, il s'est dit, je vais laisser les gamers prendre des screenshots de leur partie, les partager sur Internet, et comme ça, ils peuvent partager leurs performances, etc. Parce qu'en fait, il s'est rendu compte que les gens ne l'utilisaient pas forcément pour ça, ils mettaient leurs photos de vacances à la place. Parce qu'à l'époque, sur Internet, c'était compliqué d'héberger des photos en nombre, etc. Et donc, premier réflexe, assez naïvement, il se dit, ce qui est logique, il se dit, je vais mettre des modérateurs en place, et je vais expliquer aux gens que ce n'est pas fait pour ça, qu'il faut mettre des photos de jeux vidéo et pas des photos de vacances. Et puis au bout d'un moment, il s'est dit, en fait, si c'est ça que les gens font de mon produit, c'est pas grave, c'est peut-être plus intéressant de développer un business de photos en ligne, plutôt que de m'acharner sur mon idée de départ, qui était de faire des captures d'écran de jeux vidéo. Donc cet exemple-là est intéressant parce qu'il rejoint donc, ce que je vous disais tout au début sur le problème. C'est que ce qui est important, ce n'est pas tellement votre idée. Le but, ce n'est pas que vous ayez raison avec votre idée. Enfin, ça, ce n'est pas intéressant. Ça, c'est-à-dire que vous êtes dans l'ego. Ce qui est intéressant, c'est que vous fassiez quelque chose qui intéresse d'autres personnes. Et ce fondateur de Flickr, c'est ce qu'il a fait. Au début, il ne comprenait pas, il ne voulait pas lâcher le morceau. Il disait non, ce n'est pas fait pour ça. Et puis, quand il s'est rendu compte qu'en fait, c'était peut-être plus intéressant d'autoriser les gens à mettre leurs photos de vacances et d'orienter son produit là-dessus, il a lâché son idée de départ et il l'a orienté vers une seconde idée dans laquelle il a eu raison de faire. Et donc, voilà, donc ce que je veux dire par là, c'est que le problème, le marché, en fait, il a toujours raison à la fin. C'est-à-dire que si vous êtes ignoré et que les gens n'ont pas envie de ce que vous faites, c'est compliqué de s'acharner trop longtemps. Alors après, si vous avez une vision absolument... mais surtout si c'est la première fois que vous créez une start-up, au début, il vaut mieux suivre la data, il vaut mieux écouter ce que disent les statistiques, vaut mieux aller où va l'argent. Voilà. Si les gens vous disent qu'ils sont prêts à payer pour X et que vous développez Y, peut-être que finalement, ça vaut le coup de mettre en place X et peut-être d'abandonner Y. C'est vraiment... après, ça, c'est des choix très personnels, hein. Mais parfois, c'est peut-être plus simple d'écouter ce qui marche plutôt que de s'acharner à faire des choses qui ne fonctionnent pas. Je vous disais, il y a plusieurs façons de vérifier si un problème est intéressant. Il y a notamment, vous pouvez vous servir en fait d'Internet tout simplement. Les études de marché, aujourd'hui, c'est compliqué, il n'y a plus vraiment besoin d'en faire. Surtout si vous entreprenez sur quelque chose qui est un peu innovant. Les études de marché, c'est bien, je ne sais pas si vous développez
Alors, les gens qui développent des crèches, j'ai un ami qui est en train de mettre en place ça, il va me détester, mais une crèche, vous n'avez pas forcément besoin de... Il suffit de faire... Les études de marché sont intéressantes pour les crèches, parce que c'est un business établi, les boulangeries aussi, voilà, parce que c'est des choses où il y a des statistiques, et donc on a une idée du marché, etc. Mais si vous voulez savoir un peu l'air du temps, vous voulez comprendre des phénomènes qui sont naissants, en fait, avec Internet, aujourd'hui, vous pouvez facilement vous servir de Google Trends, par exemple. Vous allez taper un mot-clé, vous allez voir la progression des recherches dans Google et vous allez voir si, par exemple, je sais pas, j'avais pris un exemple à l'époque, j'avais tapé brunch sur Paris. Voilà, ça c'est des choses, c'est des requêtes qui sont en croissance. Et il y a des requêtes qui sont beaucoup plus en croissance que ça. Si on tape le mot Bitcoin ou blockchain, j'imagine que c'est une courbe quasiment exponentielle entre il y a 2 ans et aujourd'hui. Donc, comme ça, en fait, déjà, vous pouvez sentir un peu si le sujet auquel vous attaquez, il est recherché, il est dans l'air du temps ou pas. Même chose pour si vous servez de la Fnac, du site de la Fnac ou de site Amazon, vous avez le classement des meilleures ventes par catégorie, etc. Ça vous permet aussi de voir un peu ce à quoi les gens s'intéressent. Donc voilà, dites-vous, là, vous avez chacun des projets différents en tête. Est-ce que le sujet, est-ce que le marché sur lequel je me lance, est-ce que c'est quelque chose qui est croissant, qui est demandé, ou au contraire, peut-être c'est quelque chose qui intéresse plus grand monde. Mais encore une fois, après, c'est un arbitrage à faire. Ce n'est pas parce qu'un sujet est en croissance que votre projet sera un succès. Après, il y a la façon de naviguer sur cette croissance, de surfer sur la vague et d'en tirer profit. Vous pouvez aussi faire des choses très très niches pour une partie de la population. Mais bon, quand on fait une start-up, en général, c'est plus simple d'aller sur quelque chose qui est demandé. Encore une fois, votre objectif d'entrepreneur, ce n'est pas de faire quelque chose dont les gens ne veulent pas. C'est de faire vraiment développer un produit, une solution dont les gens ont envie. Alors, dernier schéma mental que je trouve assez amusant et hyper important. Ça, c'est une vraie école d'humilité. En fait, c'est d'accepter que, en fait, les gens se foutent de votre idée. Et c'est super dur à accepter parce qu'on se dit mais le monde m'attend avec mon idée, je vais révolutionner le monde. Et en fait, les gens n'ont absolument rien à faire. Tant que vous ne leur parlez pas de leurs problèmes, les gens se fichent de votre solution. Donc, quand vous pitchez ou quand vous parlez de votre projet, commencez toujours par le problème que vous essayez de résoudre. Parce que la solution n'est, encore une fois, comme je vous disais au début, c'est qu'un moyen de résoudre ce problème. Et si le problème, vous savez, je ne sais pas si vous regardez les humoristes sur scène, je prends le truc le plus bateau, mais Gad Elmaleh, quand il commence ses blagues, souvent il dit je ne sais pas si vous avez remarqué, mais moi, quand je prends le métro ou quand je suis à l'aéroport, etc., etc. Et en fait, il fait juste un travail très simple, c'est d'empathie, quoi. Il essaye de faire en sorte que la personne à qui il parle de rentrer dans son monde, de se mettre à sa place, etc. Donc, quand vous parlez du problème, vous adressez vraiment à votre audience. Quand vous parlez de la solution, vous ne faites que parler de vous et c'est hyper narcissique. Donc, en fait, il faut, quand vous pitchez ou quand vous parlez de votre idée, commencez toujours par le problème. Comme ça, soit les gens se disent « Ah oui, effectivement, moi aussi, j'ai ce problème-là, etc. » Et à ce moment-là, derrière, vous enchaînez sur votre solution. Et vous allez tout de suite voir si la personne en face dit « Ah oui, moi, c'est quelque chose que je rencontre » ou « Non, moi, j'avoue, je n'ai jamais eu ça. » Donc, à la limite, parler de la solution derrière, ce n'est pas forcément utile. Parce que vous n'êtes pas quelqu'un qui est dans votre cible. Donc, que ça soit pour pitcher ou même présenter votre projet, même en soirée, en fait. Quand vous dites, voilà, je travaille sur une application qui permet de méditer. Alors, la méditation, le biais, c'est que c'est à la mode, donc c'est cool. Donc, quoi qu'il arrive, vous aurez de l'intérêt juste à dire que vous faites une application de méditation. Mais, je ne sais pas, sur une application de photo ou je ne sais pas, pour se brosser les dents ou je ne sais pas quoi, si vous ne parlez pas du problème en premier, c'est difficile pour les gens de développer de l'empathie pour vous et de comprendre vraiment ce que vous faites. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui est pour moi qui est vital à avoir en soi.
c'est qu'en fait, finalement, les gens se fichent de ce que vous faites et tant que vous ne leur parlez pas de ce qu'ils font, ils auront du mal à vous intéresser de qui vous êtes. Et ça, vous pouvez le voir avec votre famille. Alors même votre maman qui vous aime, elle vous dira « Non, mais c'est génial mon fils », mais au fond, votre produit, elle ne s'en servira pas, elle n'est pas la cible, donc ce n'est pas important. Ça, encore une fois, on est dans l'ego, donc c'est dur à accepter, mais en fait, même les gens de votre entourage, tant que vous ne faites pas quelque chose qui est pensé pour eux, qui résout un problème chez eux, la solution, ils s'en foutent finalement. Donc voilà, juste en conclusion, donc on parlait du problème tout au début. Moi, je trouve que pour en avoir assisté à certains, les meilleurs pitchs finalement, c'est quand on commence par le problème. Donc là, vous n'êtes pas encore à ce stade-là, peut-être certains, mais dites-vous, quand je m'adresse à une audience, partez toujours du problème que vous cherchez à résoudre, de préférence quelque chose d'utile. Est-ce que vous êtes un Doliprane, donc c'est quelque chose qui est évident pour tout le monde que c'est un problème. Est-ce que vous êtes une vitamine? Donc du coup, il faut faire peut-être un peu de pédagogie pour expliquer pourquoi c'est important. Deuxième effort, c'est de vraiment vous dire, mais qui je cible? Une population précise, c'est beaucoup mieux. Donc comme on l'a vu avec Facebook, la diffusion, elle se fait de façon organique et progressive. Donc il ne faut pas avoir peur de prendre un parti pris. C'est pas grave si vous vous trompez. Peut-être que vous allez dire ma cible au début, c'est les étudiants. En fait, vous allez rendre compte qu'en fait, non, ce n'est pas les étudiants, c'est les quadras qui travaillent à la défense et je ne sais pas, qui mangent des sandwichs à midi. Enfin, vous n'hésitez pas à prendre des partis pris très précis parce qu'en fait, plus vite vous vous rendez compte que ce n'est pas votre cible, plus vite c'est une population que vous pouvez éliminer et passer à autre chose. Si vous prenez une cible très large, vous êtes dans le risque de ne pas avoir de feedback, ni positif ni négatif, et donc vous êtes un peu dans ce flou artistique où vous ne savez pas trop où vous en êtes. Et enfin, seulement enfin, une fois que vous avez adressé un problème, une cible, à ce moment-là, vous pouvez beaucoup plus facilement pitcher votre solution et surtout votre proposition de valeur. Et donc la proposition de valeur, on verra peut-être la prochaine fois ce que c'est. C'est en gros la promesse de votre produit ou votre service. Et une fois qu'on a respecté l'étape 1 et 2, c'est beaucoup plus simple. On va dire que les chakras en face de la personne qui vous écoute, ils sont ouverts et ils sont beaucoup plus, déjà prêts à accepter et à entendre la solution dont vous avez envie de leur parler. Donc voilà, si on résume, on va aller avoir un peu de questions-réponses. Partir du problème, c'est toujours plus intéressant que de l'idée. Donc ça, j'espère que c'est quelque chose qui est plus clair pour vous maintenant. Est-ce que vous développez une aspirine, donc un Doliprane ou sinon ou une vitamine? Est-ce que vous avez un secret? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous savez que peu de gens savent? Quelle est la taille de votre marché en proportion? Est-ce que vous avez quelques chiffres qui permettent d'avoir un ordre de grandeur? Commencer par une niche, c'est hyper important, c'est d'avoir cette obsession du monopole. Et surtout parce que c'est quelque chose qui n'est jamais perdu. Investir sur un problème ou une niche, vous pourrez toujours le réinvestir en faisant un pivot. Et enfin, commencez toujours par pitcher votre problème, parce que c'est ce qui va éveiller l'intérêt de vos interlocuteurs. Voilà, merci. J'ai parlé super vite. Hein. Ah ok, je croyais que c'était... Je ne rentre pas dans le cadre. Je disais à la fin, j'ai peut-être accéléré. Je voulais vraiment qu'on ait le temps de questions-réponses. Voilà, vous avez des questions? Est-ce que vous êtes des choses qui vous est-ce qu'il y a des choses qui vous ont traversé l'esprit? Est-ce qu'il y a des choses qui vous paraissent plus claires, moins claires? Est-ce que vous avez Oui, je t'en prie. Question, est-ce que tu pourrais te présenter, dire ce que tu as fait? Yes, alors c'est vrai que je me suis présenté la dernière fois à la première session, mais pas cette fois-ci. Donc moi je m'appelle David Wise, j'étais étudiant ici au Pôle Léonard de Vinci, promo 2013, donc il y a 5 ans, ouais, ça passe vite. Et donc moi ensuite après le Pôle, pendant 2 ans j'avais fait de l'entrepreneuriat, donc j'ai créé une startup qui s'appelle Newsly, et ensuite j'ai fait 1 an de freelance. Donc c'est à ce moment-là où vraiment j'ai découvert l'entrepreneuriat qui était vraiment balbutiant à l'époque. Tout ce que vous entendez aujourd'hui sur le Lean Startup, etc. C'était vraiment, à l'époque, c'était vraiment nouveau. Il n'y avait quasiment rien de diffusé, en tout cas en France.
Donc c'est comme ça que je me suis approprié un peu ces sujets-là. Et donc moi, en fait, ce que j'en ai fait, c'est que j'ai commencé à partager un peu mes découvertes sur ces sujets-là. Donc, j'ai fait des ateliers, j'ai fait des conférences à NUMA, par exemple, à Paris. J'ai partagé mon expérience aussi avec, il y a 2 ans, donc Maëlys était présente avec des étudiants du pôle. Donc j'ai animé une classe pendant quelques semaines. Et j'en ai fait aussi un MOOC sur Internet. Donc vous pouvez aller voir sur Udemy. Je ne sais pas si vous connaissez la plateforme de e-learning. Donc vous tapez Startup Tour, donc avec un ami en fait, qui lui a un background technique. On a partagé un peu tout ce qu'on savait sur les startups. Voilà un peu notamment il y a un chapitre sur ce que je viens de vous partager. Et sur tous les bons réflexes, les bons outils à avoir quand on démarre et on ne sait pas forcément par où commencer. Ce qui a été mon cas au début. Voilà, il y a beaucoup d'informations. À l'époque, il n'y en avait pas beaucoup, maintenant il y en a trop. On ne sait pas forcément par où commencer. Et donc, c'est ce que je vous partage là. Aujourd'hui, j'ai changé un peu d'univers. Je suis dans le monde du conseil. Donc, j'accompagne des grandes entreprises dans leur transfo digital, donc sur des CRM. Je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde ce que c'est qu'un CRM. Donc, c'est un logiciel de la relation client. Donc, moi, je suis spécialisé sur, par exemple, Salesforce notamment. Et donc voilà, j'accompagne des boîtes depuis 2 ans dans leur transformation digitale. Et voilà. Et puis, Quel était le problème que tu as cherché à résoudre quand tu avais commencé Newsly? Et par quelle mission tu as commencé? Alors justement, alors moi en fait, cette notion de problème, je vous disais, elle arrivait un peu plus tard dans mon cheminement. Moi, j'ai fait vraiment l'erreur classique de commencer par l'idée. C'est-à-dire que j'ai marqué sur un bout de papier comment je imaginais ma plateforme. Et voilà, pour moi, c'était clair. Je suis resté fixé là-dessus, quoi. J'avais mon bout de papier avec mon design et je voulais que absolument tout ressemble à ça. Donc, c'est un peu comme demander à quelqu'un qui s'utilisait un marteau, il voit des clous partout. Est-ce qu'on reste bloqué dans notre framework avec notre idée en tête? Donc moi, j'ai fait, première erreur, je suis parti de l'idée et pas partir du problème. Donc avec des amis, des collègues à l'époque, on a développé un outil qui s'appelait Newsly. Newsly, c'était justement, en fait, le problème, c'est qu'on résolvait 2 problèmes à la fois, ce qui était une très mauvaise idée. Donc une fois que j'ai essayé de me détacher un peu de l'idée, en fait, j'ai mis du temps à comprendre qu'en fait, on faisait 2 choses à la fois, ce qui était très compliqué. On était à la fois un outil de bookmarking, donc c'est-à-dire de sauvegarde d'articles, de vidéos, etc. sur Internet, un peu comme Pinterest. Aujourd'hui, c'est l'outil qui existe, qui est le plus proche. Donc je ne sais pas si vous connaissez tous Pinterest. Donc à la fois, on avait un outil pour mettre de côté des articles, des vidéos, etc. et créer un journal de bord de sa navigation Internet qu'on a trouvé intéressante. Et à la fois, en plus, on avait un côté réseau social où les gens pouvaient consulter ce que les gens avaient mis de côté. Sauf qu'en fait, c'était très paradoxal parce que je proposais dans un premier temps aux gens de résoudre le problème de la surinformation en leur disant vous n'avez pas le temps de tout lire, de tout consulter sur Internet, mettez de côté vos articles. Et une fois qu'ils se connectaient à la plateforme, ils voyaient des articles de leurs copains qu'ils avaient partagés à droite à gauche. Donc je faisais à la fois de la sauvegarde d'informations et à la fois je leur proposais de faire du discovery d'informations en même temps. Donc le problème n'était pas du tout clair. Et c'est ça, je pense que j'aurais dû prendre un parti pris, soit prendre l'un, soit prendre l'autre, et plutôt que de développer ces 2 problèmes en parallèle. Mais encore une fois, pourquoi est-ce que j'avais fait ça? Parce que je m'étais dit, en fait, j'ai envie de résoudre un maximum de choses au début, j'ai envie que tout le monde soit mon client, etc. etc. Donc voilà, toutes les erreurs classiques. Yes. À un moment, vous avez parlé de pitcher, d'être capable de pitcher son problème, c'est-à-dire de le présenter à des personnes. Vous pouvez en dire un peu plus parce que c'est vrai qu'initialement, quand on a trouvé un problème, quand on a une idée, on a plutôt tendance à la garder pour éviter de trop en parler ou pour éviter de le présenter trop tôt, pour éviter d'en parler sans rien faire derrière. À quel moment on doit pitcher son problème, comment faire, à qui? Alors, pourquoi tu veux pas pitcher? Donc c'est que tu as peur de perdre? C'est pas forcément c'est pas forcément la peur de pitcher, mais c'est surtout en fait que initialement c'est pas quelque chose que j'aurais cru nécessaire. C'est-à-dire que si jamais on a un problème, on a tendance à en parler, comme vous avez dit, à sa famille, c'est les personnes les plus proches parce que c'est les personnes à qui on peut en parler facilement. Mais le pitcher, c'est-à-dire en fait, non plus savoir à la limite comment pitcher, c'est-à-dire à qui, comment,
Pourquoi? Alors, pour moi, le schéma, il est assez simple, c'est que tous les feedbacks sont bons, mais tous les feedbacks ne sont pas bons à prendre. C'est-à-dire que tu vas présenter ton idée, après, il ne faut pas être sadomasochiste, c'est-à-dire que si tu développes une technologie de pointe et que c'est ça ta vraie proposition de valeur, c'est, je sais pas, dans l'intelligence artificielle, sur n'importe quoi, dans l'aérospatial, si tu dois l'expliquer à ton petit-neveu, bon, tu peux, mais son retour ne va pas forcément être très, très pertinent, mais quoique tu peux toujours apprendre des choses, on peut toujours apprendre de tout. Mais faut vraiment avoir le discernement de se dire, j'en parle, mais je sais que le feedback de ma maman ou de mon grand-père ne vont pas avoir autant de valeur que le feedback de qui je pense être un futur utilisateur. Donc, moi, ce que je ferais, c'est de ne pas d'en parler à tout le monde, de justement essayer de m'adapter peut-être au niveau, au vocabulaire des personnes que j'ai en face, mais de surtout prendre en compte les feedbacks de la cible que j'ai identifiée. Si on parlait du gaming, là par exemple avec Twitch, je pense que les créateurs de Twitch, ça leur a fait ni chaud ni froid que Antoine Decaune, présentateur de Canal+, se moque de leurs produits. Enfin, ils ne se sont pas dit « Ah zut, on fait quelque chose de nul en fait. On va tout revoir, on annule tout. » Les gars ont fait une réunion de crise, Antoine Decaune a dit que notre produit était nul. Ah, ils s'en fichent parce qu'ils savent que ce n'est pas la cible, quoi. Donc, tant que les gamers sont contents et tant qu'il y a des gens qui sont contents que le produit existe, tout va bien. Ouais, c'est vrai que je m'attendais plus à pitcher au début, c'était vraiment présenter son idée. Je savais pas qu'en fait le terme pitcher c'était uniquement parler de son idée à ça peut être juste quelqu'un, comme vous et moi. Je pensais au début que c'était vraiment pitcher pour moi, c'était quelque chose de présenter à une plus grande échelle. Donc en fait, je sais pas. Un business angel. Quand je dis pitcher, c'est juste parce que ça arrive dans une soirée, un dîner, les gens te demandent ce que tu fais, ce que tu as en tête, ce que tu as envie de développer, ce qui te tient à cœur. Donc à ce moment-là, tu peux partager ça. Mais effectivement, tu peux adapter ta présentation si tu as affaire à la BPI ou si tu as affaire à des business angels, tu vas peut-être pas faire la même présentation. Mais vraiment, moi, mon postulat, l'idée forte, c'est que je pense que si tu commences par le problème que tu cherches à résoudre, en fait, de fait, si tu as des gens qui sont à peu près alertes, c'est là où tu vas vraiment les intéresser, plutôt que la solution. Que la solution, finalement, ils s'en fichent en fait de la solution. La solution, c'est juste un moyen, c'est pas une fin. Donc voilà, après, c'est à toi de sentir à qui tu as envie d'en parler. Et on peut se tutoyer parce que tu me voyais. Et même, j'ai envie de rajouter que si vous apprenez à pitcher, plus vous le présentez aux gens, plus ça va être même clair pour vous, plus vous allez vous entraîner à trouver la meilleure manière de le présenter. Ça, c'est mon avis. Mais... Ouais, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Et plus vous allez vous entraîner à pitcher, plus vous allez avoir les idées au clair sur votre projet. Guillaume, tu veux pitcher une de tes idées que tu as voulu lancer en partant du problème? Pas pour donner un exemple ou quoi? Le problème, Stineo. Donc le problème, c'était qu'il y a beaucoup d'étudiants qui veulent faire de l'entrepreneuriat, mais qui n'ont pas forcément l'idée. Et à l'inverse, beaucoup d'entrepreneurs qui ont l'idée, mais qui n'ont pas les capacités ni l'argent pour faire leurs produits. Et donc c'était une plateforme pour mettre en relation ces deux cibles et ces deux publics. D'accord. Voilà. Et tu l'as démarré? Non, on a fait un nombre d'erreurs, beaucoup d'erreurs. Et on a beaucoup appris de ça, mais on a mis beaucoup trop de temps à faire le produit. On a un produit parfait, on voyait même beaucoup trop loin dans l'avenir. Et en fait, c'était une bonne formation, parce qu'on s'est formé à chaque fois. Mais au bout de 4 mois, on n'avait plus la motivation. Et on avait plein d'autres projets à côté. Donc moi j'ai continué le freelance et mon associé par contre a rejoint The Family et est en train de lancer 2 startups actuellement. 2 startups? Oui. D'accord. Parler. Les chauds Mano. C'est chaud. Mais le problème, il était très clair. Il y a tellement d'étudiants qui ont envie d'entreprendre, qui ont envie d'être leur propre patron, mais qui pensent ne pas avoir l'idée. Après, s'ils étaient venus au premier workshop, ils auraient su que c'était pas l'idée qui compte principalement. Mais souvent, c'est la première barrière. C'est comment faire pour trouver des gens pour travailler ensemble et comment trouver une idée. Du coup, Stineo répondait parfaitement à ce besoin.
pour sa défense, Guillaume était étudiant en année 2 quand même, donc il était très chargé en termes de cours, et c'est pas que parce que vous avez fait des erreurs, c'est parce que vous étiez pris par les cours, le manque d'expérience, il y a plein de choses qui sont entrées en compte, mais il y avait un vrai problème à résoudre. Ouais. Après, je trouve que tu as soulevé le point très intéressant, et tu l'as dit toi-même, c'est que, en fait, pour ça, concrètement, tu n'as pas besoin d'avoir une plateforme en fait, pour créer de la valeur pour les gens qui rencontrent le problème que tu as identifié, c'est-à-dire soit pas avoir les compétences, soit pas avoir les idées. Par exemple, le fait juste d'organiser un workshop, tu aurais pu organiser un event sur Facebook de rencontres. Bah, les gens se rencontrent, tu n'as pas besoin de créer la technologie en premier. Et c'est vraiment le message que j'essaie de passer aujourd'hui, et on le verra aussi au prochain workshop sur comment valider une idée. Finalement, la techno, elle ne compte pas tellement. Tant que tu arrives, même à la mano, à résoudre le problème, tu verras la technologie après. Mais bon, c'est normal, il faut passer par là aussi pour comprendre ça. Ok, bah, merci en tout cas de ton feedback. Est-ce que vous aviez il y en a qui ont des projets, vous ne savez pas forcément par où commencer? Est-ce que déjà le problème que vous cherchez à résoudre, il est clair en vous, ou vous l'aviez déjà identifié, ou vous allez commencer à le cheminer maintenant? Comment vous voyez ça? Moi, je suis sur un problème, c'est que, en fait, si on propose une plateforme de mise en relation pour des services ou quoi, enfin pour des personnes qui proposent des activités ou n'importe, en fait, on est sur ce que vous dites, tout le monde est concerné en fait. Tout le monde peut proposer une activité dans l'absolu, donc par où je commence en fait. Et c'est ça quand vous dites, enfin quand tu dis target market, moi j'aimerais bien, mais je sais pas par quoi commencer, parce que je vais pas moi leur proposer certaines idées seulement, certaines activités, et enfin restreindre le choix, je trouve ça dur. Donc tu veux créer une plateforme qui permet à des gens de proposer leurs services? Ouais, leurs activités on va dire. Par exemple, on va faire un footing, on va faire un truc. Je pense que pour le coup c'est assez simple. Tu prends les activités les plus populaires du moment, là où il y a le plus besoin que les gens se rencontrent. Par exemple, je sais pas, le running, par exemple, c'est peut-être un truc qui est très à la mode en ce moment. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'apps qui déjà résolvent ce problème-là pour des gens de se rencontrer, etc. Mais tu prends juste, je sais pas, peut-être le tennis, peut-être que au niveau du foot c'est mal fait, peut-être au niveau du rugby c'est mal fait. Tu prends une niche d'une activité, et après tu capitalises là-dessus et tu vois si ça marche. Si ça marche pas, tu changes d'activité, tu prends des passionnés d'un autre sport, d'une autre activité, etc. Oui, là en fait le principe c'est que c'est des gens passionnés de quelque chose en fait qui vont partager. Donc c'est peut-être pas les catégories les plus basiques comme j'ai dit, peut-être le running et tout, mais encore mieux. C'est-à-dire qu'il y a peu de chances qu'une application ait été développée pour les gens qui ont des passions de niche. Ouais, mais si du coup on veut que ce soit plusieurs niches qui se retrouvent, c'est ça le problème. C'est pas grave, parce qu'en fait, si déjà tu arrives à conquérir une niche, déjà tu as satisfait une partie de la population. Une fois que tu auras bien fait ça, tu auras les idées au clair comment aller conquérir une autre niche. Parce que tu seras déjà passé par le process, donc tu verras comment faire. Et tu vas aller conquérir une deuxième niche, puis une troisième niche, puis une quatrième niche, et puis c'est comme ça que tu vas te développer, et qu'à la fin de la ferme, peut-être dans 3-4 ans, je te le ferai si tout va bien, tu auras les gens qui proposeront n'importe quelle activité sur ta plateforme. Mais tu peux pas, c'est très difficile d'espérer que dès le jour numéro 1, les gens vont partager. Même toi, ça va être très fatigant d'essayer de motiver toutes les personnes qui ont des passions dans certaines activités. Si là, pour le coup, si tu t'inspires des cas de Facebook, prends juste une partie de la population, donc par exemple une passion, une activité, et puis teste à fond, quoi. De toute façon, qu'est-ce que tu prends, quel risque en faisant ça? Au pire, tu te dis, cette partie de la population n'a pas envie, et puis je passe à la prochaine. Merci beaucoup, David. Je vous en prie, à la prochaine.